L'enregistrement immédiatement. Bonjour à tout le monde et bienvenue pour cet atelier. Donc, on va parler aujourd'hui d'achat responsable, d'évaluation fournisseur. Ça va être un très beau moment passé ensemble. Donc, je vais partager, si vous voulez bien, mon écran et, hop, et on va pouvoir démarrer cet atelier. Bien, je vais remercier chaleureusement Juliette et Caroline d'être présentes aujourd'hui pour cet atelier. En deux mots, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Marniat, je suis le fondateur de Positive Workplace. J'ai la chance d'avoir une partie de mon équipe qui va faire le modérateur et pouvoir relever l'ensemble de vos questions dans le cadre de cet atelier. Donc aujourd'hui, on va parler achat responsable, on va parler l'évaluation partenaire et je pense que vous allez avoir plein de questions, donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Il y aura une phase de questions-réponses à la fin, évidemment. Je vais laisser du coup Juliette se présenter puisque tu as pu retrouver ta salle. Donc Juliette, je te laisse présenter puis présenter aussi La Redoute pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a encore qui ne connaissent pas. Oui, bonjour à tous et puis ravie d'être là aujourd'hui pour ce webinaire. Donc Juliette Dubois, je suis chef de projet RSE à La Redoute et également coordinatrice commerciale pour l'international. Donc plusieurs casquettes. Alors pour vous donner quelques mots de La Redoute, donc c'est une entreprise qui a quand même 180 ans d'existence. Voire un peu plus maintenant, mais qui est fortement ancré du coup sur son territoire. Et je pense que le catalogue doit parler à beaucoup d'entre vous. Voilà, c'est quelque chose qu'on a abandonné, mais qui fait encore partie souvent des souvenirs qui arrivent dans la tête de chacun quand on parle de La Redoute. Donc, La Redoute, c'est 10 millions de clients en France et à l'international. C'est 13 millions de visiteurs par mois, uniques par mois. C'est 1,168 milliard de volume d'affaires en 2021, avec 70% du chiffre qui est fait à l'international, et en France, pardon, et 30% à l'international. C'est 90% du chiffre qui est fait sur le digital désormais, 2000 collaborateurs et quelques corners également maintenant pour les Galeries Lafayette et les BHV. Donc voilà, une entreprise bien ancrée sur son territoire et qui est bien aussi dans son secteur du e-commerce. Merci Juliette. Caroline? Bonjour à tous, donc Caroline Bordelon, moi je suis la directrice RSE de Cdiscount et l'ensemble de ses filiales, puisqu'on a aujourd'hui une filiale C-Logistics qui est dédiée à la logistique e-commerce, une filiale Octopia qui est dédiée à toute la technologie de marketplace, et puis également une filiale technologique, donc ces technologies qui viennent vraiment opérer toute la partie IT qui se cache derrière le e-commerce, et puis évidemment cdiscount.com que vous connaissez tous. Pareil, je vais vous donner quelques chiffres rapidement. Donc, cdiscount.com, c'est 4,2 milliards de volume d'affaires l'année dernière. C'est 23-24 millions de visiteurs uniques par mois, 10 millions de clients, et puis c'est un peu plus de 24 millions de colis expédiés chaque année. Et puis c'est surtout une entreprise qui propose un catalogue global sur l'ensemble des biens du quotidien et des services du quotidien des Français. On est une entreprise française implantée à Bordeaux depuis sa création. Et donc, on a vraiment à cœur de faciliter l'accès aux biens et aux services à travers l'outil numérique et d'avoir un numérique qu'on construit qui soit un peu différent des modèles qu'on peut connaître au niveau mondial, qui soit plus responsable, plus solidaire, plus inclusif. Donc, voilà, ça, c'est vraiment au cœur de notre raison d'être. Merci beaucoup, Caroline. Donc, aujourd'hui, on va voir au sommaire, on va voir donc très rapidement, on va présenter Positive Workplace pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore. On va revoir justement un peu plus en détail la stratégie RSE de La Redoute et de Cdiscount qui nous amèneront justement à la présentation de l'outil de scoring. On s'est dit que faire une petite démo de 3 minutes sur l'outil, ça permettait aussi de comprendre comment ça fonctionnait derrière. On fera un point sur les premiers enseignements aussi qu'on a pu avoir sur ces 9 derniers mois d'analyse de divers partenaires. Et puis, il y aura toute une phase de questions-réponses qui sera animée par moi et je pourrai aussi peut-être parfois répondre à certaines questions. Et on terminera par les prochains ateliers. Caroline, tu devais aussi nous quitter peut-être 5 minutes avant. Je voulais le préciser pour ceux qui
qui pourraient être surpris à la fin. Voilà. En 2 mots, Positive Workplace, c'est donc une société française qui existe depuis un peu plus de 3 ans et qui a 2 principales activités, la délivrance d'un label RSE généraliste et européen. J'insiste sur le fait qu'on a une vocation vraiment de travailler sur un territoire qui est à minima européen, peut-être demain mondial, mais en tout cas, on est dans une démarche aujourd'hui d'internationaliser cette démarche-là. Positive Workplace, c'est un outil qui permet, c'est un label pardon, qui permet d'être délivré sur 2 principaux axes. La première, c'est qu'on vous donne accès à une plateforme qui est gratuite et accessible à tout le monde en ligne et qui vous permet de vous évaluer sur entre 150 et 200 questions en fonction de la taille de votre entreprise. Et en fait, pour éviter la notion de greenwashing, on va envoyer des enquêtes anonymes à vos principales parties prenantes, salariés, clients, fournisseurs, qui permettent de mettre en miroir à la fois votre propre stratégie RSE avec la manière dont elle est perçue par ces parties prenantes. Et dans les enquêtes, vous avez une question ouverte qui est comment votre entreprise pourrait s'améliorer d'un point de vue social, sociétal et environnemental. Et ça, c'est vraiment, je dirais, la pierre angulaire de la démarche, c'est que ça vous permet de recueillir du terrain, de vos principales parties prenantes, vos axes de progrès et d'enrichir votre stratégie RSE ou de la compléter ou de la structurer. Donc ça, c'est notre premier métier. On est, je dirais, connu pour ça et de plus en plus connu. On fait partie de tous les benchmarks maintenant des labels et on se positionne en toute transparence un petit peu comme l'alternative européenne d'un Bicorp, mais on va beaucoup plus vite, on est moins cher et on est aussi sur un socle de questions qui est sur une base réglementaire européenne. Concernant notre deuxième métier, on va aller plus dans le détail aujourd'hui, Scoring by PWP. Donc, c'est un projet qui a été initié il y a à peu près 1 an et qui permet aujourd'hui d'évaluer des fournisseurs en fonction de vos propres cahiers des charges. On va revenir évidemment là-dessus. Depuis 3 ans, nous, on a plus de 150 références. C'est même pas à jour, je suis désolé, on est plutôt à 200 références aujourd'hui. On va travailler beaucoup dans le monde de la presse. On a quasiment toute la PQR, presse quotidienne régionale, qui est en train d'être labellisée Positive Workplace. On a lancé le Télégramme encore la semaine dernière, le groupe Télégramme, pardon, Ouest France, le Sud-Ouest, etc. On travaille aussi avec plusieurs filiales du groupe Mullier, Electrodépôt, Rouge-Gorge, etc. Et puis après, plusieurs autres sociétés qui ne sont pas forcément connues du grand public parce qu'on veut aussi rester accessible aux petites structures. Voilà. Je vais laisser la parole à Juliette, si tu veux bien présenter en quelques mots la stratégie de la Redoute RSE. Oui, donc par rapport à tout l'engagement de la Redoute et les grandes ambitions que nous nous sommes écrits, donc il y a ces piliers que vous pouvez voir ici inscrits à l'écran, donc un objectif de neutralité carbone à horizon 2030, toute une stratégie autour du zéro plastique à usage unique d'ici 2030 également. Au niveau de notre marque propre qui représente 70% de notre volume d'affaires, donc un objectif à 100% de produits responsables à horizon 2025 si on embarque l'offre prêt-à-porter et l'offre maison. Et c'est également de fortes initiatives donc au niveau sociétal avec des implications et une collaboration avec des associations locales telles que Solfa, Solidarité, Secours Populaire et à travers ça l'implication des collaborateurs grâce notamment à la possibilité par le biais d'une journée de mécénat de pouvoir participer en fait à des actions en fait avec ces associations. C'est également proposé pour toujours cette notion d'accessibilité qui est offerte à toutes les familles en fait en France et à l'international, donc des services avec une offre notamment accessible de seconde main, la reprise 1 pour 1, donc au travers des lois également qui imposent un certain cadre et d'autres voilà à venir tels que la donation du textile. Voilà, il faut savoir qu'on ne détruit rien de ce qu'on produit. Tout repart également dans des circuits de redistribution. Et pour également des initiatives pour contribuer au bien-être des collaborateurs, avec notamment le processus Great Place to Work qui est en place depuis maintenant plusieurs années, des notions de parité hommes-femmes, etc.
Donc, voilà, des objectifs forts au sein de la Redoute pour avancer dans ce domaine. Et juste, Juliette, parce que c'est quand même un sujet qui va nous concerner dans les prochaines minutes, Oui. on parle de 100% de produits responsables. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quel cahier des charges vous fonctionnez, où vous êtes basé, justement? Oui, donc pour engager toute cette démarche, on s'est basé donc avec notre associé Galeries Lafayette sur le cahier des charges Go for Good qui du coup rassemble voilà, une quantité de critères sur lesquels nous nous sommes basés pour faire avancer notre offre dans ce sens. Également un travail sur rapatrier en nearshore notre production. Donc, tout ce travail-là est fait et continue à être fait actuellement, même dans ce contexte qui est de plus en plus compliqué, j'ai envie de dire. Donc, voilà, et un travail au quotidien sur l'éco-conception de nos produits, donc avec des tests qui peuvent se faire aussi sur de la précommande, sur de l'achat à la demande, voilà, donc différents, on va dire, prototypes qui sont en test pour essayer de faire bouger les lignes au niveau de notre chaîne de production. Au niveau de la chaîne de production, la marque aussi a évolué Et et le la marque graphisme aussi également, oui, est assez chouette tout à récemment. fait, oui, oui, oui. Là, effectivement, on a, on a une marque maintenant chapeau qui nous permet effectivement de rassembler, enfin de montrer aussi toutes les actions qui sont faites autour de plus de responsabilité et de durabilité avec We Are Future qui porte tout ça. Super. Merci beaucoup, Juliette, pour cette présentation. Je laisse la parole du coup à Caroline, si tu veux bien aussi faire le point sur Oui, vos engagements. alors je vais vraiment faire un tour d'horizon rapide parce qu'il y a évidemment beaucoup de sujets derrière. Juste déjà pour positionner nos enjeux, sur cdiscount.com, on a plus de 100 millions d'offres qui sont exposées aux consommateurs et des fournisseurs et des vendeurs marketplace, puisqu'on a un modèle hybride avec les deux types de sources, on va dire, de produits, ce qui va influencer la façon d'ailleurs dont on a développé le projet avec Positive Workplace. Et puis des produits sur l'ensemble des catégories, comme je disais, des biens du quotidien. Donc, on a de la même manière la volonté de travailler sur la mise en avant de produits plus responsables. On a pour ça défini un cahier des charges qui va venir mettre en avant des produits qui sont plus économes en énergie, qui sont plus réparables, qui ont des matières certifiées, qui vont être made in France avec un programme spécifique qu'on a créé qui se base sur des critères plus exigeants que l'appellation douanière classique, puisqu'on exige d'avoir à minima 50% du prix de revient unitaire qui est acquis sur le territoire. Donc voilà, on a un ensemble de critères comme ça qui ont été définis et qui nous permettent de mettre en avant aujourd'hui des produits, que ce soit lors d'une recherche dans le moteur quand le client tape une requête, que ce soit sur la page d'accueil du site lors des grosses opérations comme par exemple en ce moment avec le Black Friday, où des entrées dédiées ont été créées pour valoriser cette offre-là. Et donc aujourd'hui, on a 12% du volume global des ventes qui est réalisé, qui est plus responsable. Et c'est évidemment un objectif fort de progression pour venir transformer l'assortiment qu'on a et ce que les clients recherchent, puisqu'on a aussi il y a un double axe, c'est vraiment sourcer des produits différents et accompagner le consommateur pour qu'il vienne petit à petit s'intéresser de plus en plus à ces sujets pour venir on a une approche très pédagogue. On ne va pas juste dire c'est plus responsable, on va dire c'est plus responsable parce que c'est plus économe en énergie, c'est le plus important sur l'empreinte carbone d'un produit électroménager pour vraiment que les consommateurs puissent se dire où sont les impacts, quels sont les grands ordres de grandeur, quels sont les sujets qui comptent. Donc, on a vraiment toute cette logique de mettre en avant dans l'ensemble du parcours des produits, vraiment pour que le consommateur puisse trouver une façon de consommer différente. Et on l'accompagne aussi avec des services, puisqu'on a de la même manière créé des services pour la reprise des produits qui va au-delà du cadre évidemment des contraintes légales. Donc ça, sur tous les produits électroniques, pour la réparation des produits. Donc là, on travaille avec Spareka, par exemple, pour venir accompagner le consommateur avec des tutos, des diagnostics en ligne, etc. Donc, on développe vraiment tout cet univers-là pour venir allonger la durée de vie des produits. Donc, c'est vraiment une logique forte qu'on a mise en place depuis, on va dire, 2018. On accélère très fortement sur ces sujets et c'est vraiment au cœur des priorités de notre modèle.
Tout ça, évidemment, c'est le sujet de l'offre parce que c'est le plus gros poids carbone. C'est vraiment au cœur de nos impacts. Mais on travaille aussi beaucoup, par exemple, sur les aspects qui sont spécifiques au e-commerce quand on vient se parler des entrepôts, de la livraison, de la plateforme techno. Donc ça, c'est le second point de notre stratégie RSE. Où là, par exemple, on contribue à la neutralité carbone sur 100% des livraisons et des retours parce qu'on a fait un travail très fort d'investissement depuis bientôt 10 ans pour transformer notre logistique. Donc, on a des machines d'emballage 3D qui viennent emballer le colis exactement aux dimensions. On a développé des formats très variés d'enveloppes. On a mis en place de l'emballage réutilisable, donc tout un tas de choses. On a travaillé sur des méthodes de chargement innovantes pour que les produits, au lieu d'être sur palette, on vient faire un espèce de grand Tetris dans les camions. Et donc, comme ça, on met 25% de colis en plus dans les camions. Donc, ça nous permet au global d'éviter 6000 camions par an sur les routes. Donc, ouais, on a fait un travail très fort de réduction des émissions, moins 30% depuis 2017 sur la logistique. Et en complément, sur les émissions qui sont résiduelles, on vient agir avec un partenariat avec Planton pour l'avenir pour faire de la séquestration sur ces émissions résiduelles à travers des projets dans des forêts gérées durablement en France, ce qui est très important pour nous pour avoir vraiment de la maîtrise sur ces projets-là et aussi soutenir la filière économique bois en France, qui est un des autres axes forts pour nous, qui est le soutien à l'économie française. Donc, je l'ai dit avec du Made in France, où on a vraiment construit un programme dédié qu'on a lancé avant le Covid et avant cette on va dire, popularité plus récente sur ces sujets, mais qui est vraiment la volonté d'avoir un cadre exigeant pour que là encore le consommateur puisse avoir confiance dans le choix qu'il fait en venant sur notre plateforme. Et puis, le dernier point que j'évoque, et je m'arrête là, et bien sûr, je serai ravie de répondre à des questions après, c'est le travail qu'on fait vraiment sur le numérique, comment faire en sorte que le numérique soit vraiment une chance pour tous. Pour tous, ça veut dire pour toutes les entreprises. Donc, on a un travail d'accompagnement sur les TPE-PME. On a plus de 5000 TPE-PME françaises aujourd'hui sur notre plateforme Marketplace. Donc, il y a vraiment cette volonté de donner accès au numérique avec des équipes qui sont dédiées, avec plein d'outils de formation, des webinars, des FAQ, plein de choses qui sont organisées pour vraiment aider ces équipes, des conditions qui sont tarifaires préférentielles, vraiment voilà, tout un accompagnement et beaucoup d'humains, c'est vraiment très important. Donc cette volonté-là, et puis cette volonté par exemple de faire en sorte que le numérique soit attractif pour tous les talents. Donc on a aussi beaucoup d'engagement autour des femmes dans la tech, donc avec des programmes de formation dédiés, avec beaucoup d'implication de nos collaborateurs pour faire en sorte qu'ils puissent faire rayonner leur métier à l'extérieur. Donc voilà, pas mal de choses pour faire en sorte que le numérique soit vraiment quelque chose de positif au service de la société et d'un développement plus durable. Notamment au niveau du reconditionnement, si je ne dis pas de bêtises. Si vous faites des acteurs Oui. français, faites appel à des acteurs français, etc. Oui, tout à fait. Alors ça fait partie de l'action autour de l'offre plus responsable. On a en effet, dans les critères, les produits reconditionnés sont très fortement mis en avant chez nous. Et au sein du reconditionné, on a en effet un libellé dédié reconditionné en France pour mettre en avant des partenaires qui, en effet, opèrent en France, qui garantissent là aussi d'avoir un cahier des charges spécifiques auxquels ils répondent, qui permettent de soutenir la création de filières de qualité sur nos territoires. Oui, tout à fait. Merci. Et c'est une très bonne introduction sur le sujet de l'offre, justement. Et je vais parler un petit peu plus en détail justement de Scoring, hein, donc le projet qui a été lancé il y a quasiment un an, hein, finalement, et qui a vu le jour en février dernier. L'objectif de ce projet, je sais que beaucoup d'entre vous disent mais pourquoi la Redoute ou Cdiscount ou l'Ireco n'ont pas choisi Ecovadis ou une alternative. L'objectif de ce projet, c'est vraiment de pouvoir créer des formulaires entre guillemets ou des référentiels qui soient commun avec des questions sur mesure pour nos clients. Donc, en fait, l'idée, c'est quand on vient nous voir, parce qu'aujourd'hui, on n'avait fait aucune commercialisation de tout ça, ni aucune publicité, mais quand on travaille avec nos clients aujourd'hui, on peut partir soit sur un référentiel qu'on développe nous, qui peut être commun à plusieurs acteurs, comme c'est le cas avec la Redoute et Cdiscount, et je vous en remercie d'avoir eu l'intelligence d'avoir un référentiel en commun, ce qui fait que derrière, on a la possibilité aussi d'un acteur à un autre de pouvoir partager la note, évidemment sur le bon vouloir du partenaire. Hein. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir éviter d'avoir un nombre trop important, évidemment, d'évaluations différentes et de prendre trop de temps aux partenaires sur ces sujets-là. Et donc, l'intérêt aussi de ce projet, c'est de pouvoir aussi et surtout
récupérer de la data qualifiée. Je prends un exemple très concret. La Redoute disait neutre en carbone en 2030. Ben, concrètement, comment on peut le prouver? Ben, ça va nécessiter l'interrogation de ces parties prenantes et de ces fournisseurs. Et donc, on va pouvoir récupérer cette data-là et pouvoir aussi agir en fonction des chiffres qu'on récupère. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire le lien entre les besoins, la stratégie RSE propre, qui devient un sujet vraiment fondamental et marché aujourd'hui, avec les besoins de nos clients et donc la possibilité de pouvoir mettre en place des référentiels qui soient vraiment sur mesure, qui permettent d'aligner ces fameuses stratégies RSE avec des interrogations des parties prenantes sur les sujets qui les intéressent. On fait très attention dans nos référentiels à ne pas être dans l'exotisme, c'est-à-dire que les questions qu'on pose sont des questions relativement généralistes qu'on va retrouver aussi dans d'autres référentiels pour éviter aux partenaires de se retrouver avec des questions qui vont leur prendre trop de temps à répondre. Notre cible aujourd'hui, c'est on travaille aussi bien avec des grands donneurs d'ordre comme Cdiscount, La Redoute, l'IRECO ou GRT Gaz, mais on a aussi pu mettre notre plateforme à disposition en marque blanche ou grise auprès d'autres acteurs comme le mouvement Impact France. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent l'Impact Score. L'Impact Score, au début janvier, sera hébergé par notre plateforme, car beaucoup plus modulable, flexible, l'expérience utilisateur est bien mieux. Je vais vous présenter ça. Et puis, on l'utilise aussi, on a pu l'utiliser notamment pour l'Alliance de la presse d'information générale, où on a pu, en septembre dernier, remettre un rapport sur les 180 éditeurs de presse en France qui ont pu utiliser cette plateforme-là pour répondre à une vingtaine de questions dédiées à la transition écologique. Quel type d'encre vous utilisez, combien de pourcentage de papier recyclé, quels sont vos modes de logistique, etc. Donc, on peut utiliser aussi cet outil-là pour finalement faire un point ou dresser un bilan d'une filière ou d'un syndicat ou autre. Donc, vraiment, l'idée, c'est que, je vais vous montrer cette plateforme-là, mais elle est vraiment modulable, elle permet d'évaluer ses fournisseurs sur n'importe quel type de sujet. Et le dernier né récent, c'est qu'on utilise aussi, on est en train de développer une version scoring carbone, parce qu'on a beaucoup de nos prospects ou des gens des entreprises qui viennent nous voir qui ont un enjeu très fort sur ces sujets-là. Et la plateforme est extrêmement bien faite pour ça, c'est-à-dire qu'on peut aller assez loin dans l'interrogation du poids carbone des fournisseurs et donc suivre d'année en année et de pouvoir s'attaquer aussi aux fournisseurs les plus consommateurs de carbone ou émetteurs plutôt de carbone. Voilà, je vais rapidement vous présenter aussi les thématiques qui sont abordées dans le cadre du projet qu'on présente aujourd'hui. Ces thématiques sont les mêmes qu'on a sur le label Positive Workplace, l'activité, la gouvernance sociale, l'environnement et le sociétal. Ce sont nos 6 piliers, nos piliers de l'ISO 26000 qui sont remis, nos 7 piliers de l'ISO 26000 qui sont remis en 5 piliers parce que c'était plus simple en termes d'expérience, tout ce qui est droit humain et dans le social, par exemple. Et donc là, je vais vous présenter en détail, enfin, pas en détail, mais je vais vous présenter cette fameuse plateforme, comment ça fonctionne. C'est assez simple. On fait des réunions de lancement, ce qu'on appelle des kick-off avec nos clients. Donc, on réunit l'ensemble des partenaires. On fait ça par lot, parce que ce soit La Redoute ou Cdiscount, on est sur plusieurs centaines, voire milliers de fournisseurs. Donc l'idée, c'est qu'on fait des lots en fonction de la stratégie de chacun. Et donc, on convie en général entre 50 et 100 partenaires dans une réunion. Et là, on présente la plateforme et le projet. Une fois cette réunion terminée, on répond évidemment à toutes les questions-réponses qu'on peut avoir dans ce projet-là. Et ensuite, on envoie ce fameux lien. Excusez-moi, j'ai la barre de zoom au-dessus de moi. On envoie ce lien et le fournisseur ou le partenaire peut facilement, je vais revenir sur l'étape d'avant, mais peut facilement créer son compte. Donc là, je vous ai fait un espace de démo. Ah, voilà, j'ai fait, excusez-moi, parce que on est en train de travailler sur d'autres sujets, mais voilà, vous pouvez créer votre compte facilement et ensuite, vous pouvez aussi y associer une autre personne parce que souvent, les interlocuteurs, ce qu'on a vu on est en retour d'expérience sur nos premiers clients sur ce sujet-là, c'est que les interlocuteurs de nos clients sont souvent les commerciaux et non pas les responsables RSE. Donc, il y a un enjeu d'arriver à identifier et toucher les responsables RSE. Donc, dès la création du compte, on peut tout de suite y associer ou créer un compte supplémentaire et avoir le ou la responsable RSE dans le projet. Une fois que le compte est créé, il y a évidemment des conditions générales d'utilisation que je vous passe et vous arrivez sur cette plateforme. Cette plateforme a je dirais la force d'être très intuitive. Il n'y a pas de superflu, mais par contre, l'expérience utilisateur est très simple et très agréable. Vous avez des fonctionnalités qui sont clés comme la possibilité de demander un délai supplémentaire. Je viens de le faire et à l'instant,
l'échéance a évolué. Vous avez aussi potentiellement l'historique d'année en année. Et puis, si on est sur des environnements qui sont multi-comptes, vous avez aussi la possibilité de gérer plusieurs comptes via cette plateforme. Dans le cadre notamment de grands groupes avec des filiales ou des choses comme ça. Ici, vous avez la possibilité de télécharger le référentiel en format Excel et puis télécharger vos réponses une fois que vous avez terminé ou en cours. Ce qui est prévu, j'en profite pour le dire à Caroline et Juliette, c'est qu'on fait une migration, enfin une évolution ce jeudi à 21h, d'où la plateforme va être inopérable pendant quelques minutes. À ce jour, on a la possibilité d'avoir la version française ou anglaise de la plateforme. Par contre, le référentiel est dans une langue déterminée, mais dès vendredi, on pourra passer d'une langue à une autre en même temps qu'on remplit. Donc ça aussi, c'est une belle évolution, ce qui permet à des grands groupes internationaux de pouvoir travailler en même temps sur ce projet d'une langue à une autre sans être embêté par les problématiques linguistiques. Donc ça fonctionne, vous voyez comment ça fonctionne. Je vais faire un focus sur la partie environnement, juste sur la partie gestion des comptes aussi. L'entreprise peut, en toute autonomie, ajouter autant de membres qu'elle veut dans l'équipe, en leur choisissant un rôle, évidemment. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui travaillent avec des freelances, des consultants externes ou des groupes internationaux. Et donc là, évidemment, ça facilite fortement, évidemment, la gestion de projet. Ce qui nous permet d'avoir des taux de réponse records dans ce contexte. Concrètement, voilà comment ça fonctionne. L'entreprise a le devoir, on va dire, de répondre pour ce projet-là, on a une quarantaine de questions. Et à partir du moment où elle clique sur le fait qu'elle est partenaire de La Redoute ou Cdiscount, il y a des questions complémentaires auxquelles La Redoute, évidemment indépendamment, ou Cdiscount vont avoir accès. Et c'est aussi la richesse de la démarche. C'est-à-dire qu'à la fin, je vais vous montrer ce que ça donne. Le score, donc une fois que l'entreprise a été évaluée, elle obtient un score sur ces fameux 5 piliers avec une vue par pilier. Mais côté Redoute, justement, vous avez alors j'ai fait exprès de prendre, là il n'y a aucune entreprise qui est notée, donc il n'y a pas de problème de confidentialité. Mais côté Redoute, typiquement, vous pouvez avoir, ou Cdiscount, vous pouvez avoir accès évidemment à la note de l'entreprise. On a fait aussi un indice de confiance parce qu'on voit que c'est un enjeu d'arriver à récupérer des pièces justificatives. Donc, pour une certaine expérience utilisateur plus simple et pour arriver à avoir un taux de réponse le plus important possible, on permet aux entreprises de ne quasiment rien justifier. Par contre, évidemment, on va mettre un indice de confiance qui va être rouge dans ces contextes-là, qui permettront à nos clients aujourd'hui de dire, bon, OK, on a eu cette évaluation, mais elle est assez peu fiable par rapport à certaines qui vont être vertes quand elles auront tout justifié. L'enjeu derrière, c'est de pouvoir, en tant que La Redoute ou Cdiscount, pour l'année suivante, dire à tel ou tel fournisseur qui est clé, de dire, là, cette année, vous étiez dans le rouge, on l'a accepté parce que c'était la première année, mais l'année prochaine, vous n'avez pas d'autre choix que de devenir vert. Donc, on a besoin d'avoir une note qui soit beaucoup plus qualifiée et qualitative. Mais l'intérêt, c'est que ça permet d'embarquer un maximum d'acteurs là-dedans. Et le dernier point, qui va faire notre différence aussi peut-être avec un des Covadis ou d'autres acteurs, c'est qu'on a des questions qui sont propres à l'offre. Pardon, excusez-moi, je vais revenir là-dessus. Et donc, quand vous cliquez sur La Redoute, par exemple, alors, je ne vais pas dire bêtises, excusez-moi. Voilà, vous allez avoir des questions qui vont être propres à La Redoute et qui seront visibles par La Redoute ou Cdiscount. Et donc, le répondant est au courant de ça. Et donc là, La Redoute va pouvoir piloter de manière très précise ces indicateurs-là en ayant accès à ces réponses. Par contre, évidemment, sur le tableau de bord ici, La Redoute n'a accès que à la note, l'indice de confiance et l'évaluation de l'offre qui correspond aux fameuses questions qui sont propres à chaque acteur. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir piloter son panel de partenaires et de pouvoir être plus proche des attentes et des questions et des enjeux de l'entreprise. Je ne sais pas déjà si donc j'ai fait un point assez complet là-dessus sur l'outil. Pour continuer dans le projet, à ce jour, on va faire un petit point sur les premiers enseignements. On est à 248 partenaires inscrits, sachant qu'encore une fois, on a fonctionné sous forme de lot. Ça veut dire qu'en février dernier, on a commencé sur un premier lot de 50, puis après mars, avril, etc. Donc, le fait qu'on ait 248 explique aussi qu'il y a un certain temps de latence entre le moment où on lance les projets et entre le moment où les entreprises commencent à s'inscrire et à commencer à remplir le questionnaire.
Et donc, à ce jour, on est à 248 partenaires inscrits sur la plateforme, projet Redoute Cdiscount, je ne prends pas l'IRECO ou d'autres, et on est à 156 entreprises évaluées, ce qui fonctionne, ce qui est quand même un bon taux de retour. Et on a une moyenne globale, une note moyenne globale de 45 sur 100, ce qui est assez représentatif pour nous du niveau de maturité moyen. On s'attendait globalement à avoir ce niveau de maturité-là. Et souvent, les items qui sont les moins bien notés dans nos évaluations sont la partie environnement, évidemment, parce qu'on a des gros enjeux sur l'environnement et qu'on a aussi des exigences qui sont fortes sur ces sujets-là. Donc, la note moyenne est autour de 7, ce qui peut parfois être un peu perturbant, mais c'est évidemment à mettre en phase avec les exigences qu'il y a avec. Le social est souvent très bien traité dans les entreprises. Pourquoi? Parce que, évidemment, la ressource humaine est la seule qui permet de faire démarrer, qui permet de faire avancer une entreprise. Donc évidemment, l'ensemble des entreprises avec lesquelles on travaille sont relativement bien structurées sur ces sujets-là. Si on fait un petit retour, c'était parfois certains indicateurs ici peuvent être étonnants par rapport au volume de communication qu'il peut y avoir autour de ces sujets-là. Mais finalement, on n'est qu'à un tiers des partenaires qui ont, sur les 256, je dis une bêtise, sur les 156 qui ont été évalués, on a à peine un tiers des partenaires qui ont formalisé leur démarche RSE. Donc, on voit que ce sont des sujets qui sont malgré tout naissants dans les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas sur ces sujets-là, mais qu'elles ne l'avaient pas forcément structurés ou formalisés. Par contre, le sujet de raison d'être, mission, etc. est de plus en plus, on va dire, traité par les entreprises. Et le chiffre, pour le coup, nous a relativement étonné qu'on soit quasiment à la moitié, presque, en tout cas 40% des entreprises qui ont déjà défini leur mission. Donc, on voit que peut-être le marketing est en train de rattraper un petit peu la notion de stratégie RSE ou de formalisation. Donc, on sent que les entreprises ont besoin rapidement de communiquer dessus, ce qui pourrait expliquer ça. 34% des partenaires ont au moins 50% de femmes dans la gouvernance. On voit, il n'y a pas plus tard qu'hier encore, il y a une loi qui a été validée par le Parlement européen sur entériner de manière définitive 40% de femmes à la gouvernance à l'échelle européenne, dans les moyennes des grandes entreprises. Donc, on voit que ce sont des sujets qui sont encore à la traîne, mais c'est assez courant malheureusement. Sur la partie carbone, par contre, là, il y a un vrai rapport d'étonnement, c'est-à-dire qu'on est à peine à 35% des entreprises qui ont fait un bilan carbone. Et encore, si on prend ceux qui ont fait un bilan carbone jusqu'au scope 3, ça correspond qu'à la moitié de ces 15%, donc 17 et quelques. Donc, on voit qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le carbone, même si tout le monde en parle, finalement, entre le temps de déclenchement de ces bilans, l'analyse et la communication qui va être faite autour de ça. On voit qu'il y a un temps qui est quand même assez long. Et aujourd'hui, il y a 53% des partenaires qui n'ont pas d'objectif de réduction de leur émission de carbone, ce qui est assez logique s'ils ne l'ont pas calculé. Donc, vous voyez, ce sont les premiers enseignements qu'on a pu avoir. Et puis après, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on va faire des rapports à la fréquence qui les intéresse, sur les indicateurs aussi qui les intéressent. Donc, évidemment, nos clients n'ont pas accès à la donnée directement, mais par contre, ils ont accès à la donnée anonymisée et compilée sous forme d'indicateurs, ce qui permet aussi de pouvoir suivre sa propre stratégie et puis de pouvoir suivre sa dynamique sur ces sujets-là. J'ai fini, je dirais, la partie présentation de l'outil, etc. Ce que je vous propose, c'est de passer sur la phase de questions-réponses. Alors, je ne sais pas si, Florian, tu veux peut-être prendre la parole ou est-ce qu'il y avait des questions qui ont… Ouais. 2 questions. L'estimation du temps nécessaire pour compléter scoring. Mais ta caméra. Et est-ce qu'on peut communiquer sur sa note? Alors, la première, c'était sur… tu peux me rappeler, avez-vous une estimation du temps nécessaire pour compléter ce scoring? Alors, c'est assez variable. Pour le coup, je pense que c'est moi qui peux répondre, Juliette ou Caroline, mais c'est assez variable parce qu'en fait, on a vraiment 2 typologies d'entreprises. On a des entreprises qui sont structurées, on a 3 typologies d'entreprises. On a des petites ou moyennes entreprises qui ne sont pas encore structurées, qui n'ont jamais traité ce sujet-là ou très peu, et qui concrètement nous remercient de mettre à disposition et remercient surtout Cdiscount et la Redoute de mettre à disposition ces référentiels, ça leur permet de donner un cadre. Donc ça, c'est les premiers sujets. Et évidemment, pour ces entreprises-là, à partir du moment où c'est une nouveauté chez eux, ça prend plus de temps, donc on peut parler souvent de 2 mois. En général, on est sur 1 à 2 mois.
L'autre population, ce sont plutôt des entreprises qui sont déjà structurées et dans ce cas-là, ça prend en gros une après-midi. C'est-à-dire ceux qui ont fait déjà de l'EcoVadis, du IGINDEX, etc., vont faire ça très rapidement parce qu'elles ont l'habitude de faire ça. Et le troisième cas qu'on a connu, c'est les multinationales, où là, parfois récupérer de la donnée nécessite des échanges à l'échelle internationale. Et là, pour le coup, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais on est de manière variable entre les 3 mois vraiment pour les plus longs et une demi-journée pour les plus courts. Et la question de la communication de la note. Oui. Oui, évidemment, vous pouvez utiliser cette note pour vos rapports RSE, etc. Bien sûr, c'est un vrai intérêt. Et l'intérêt aussi, c'est qu'elle soit potentiellement partagée avec d'autres acteurs. On aimerait bien qu'il y ait d'autres acteurs comme la FNAC, comme ou Darty, etc., qui se joignent au projet pour qu'elle soit aussi utile pour un certain nombre d'acteurs du e-commerce. Du coup, j'ai une question pour Caroline et Juliette. Comment est-ce que vous mobilisez vos partenaires? Ça, c'est la première partie de la question. Et est-ce que vous avez adapté votre organisation interne pour lancer cette démarche? Je peux prendre le point si tu veux, Caroline. Du coup, oui, on a effectivement organisé le projet autour de ça en créant en fait en interne une équipe de représentants pour chaque secteur, puisque comme c'est évaluer toute la plateforme, forcément, on a des personnes dans tous les secteurs qui sont impliquées dans le projet. Donc, on a créé en fait un groupe de travail avec lequel on fait des points mensuels de synchronisation, lors desquels on parle des freins, on parle de l'évolution du questionnaire de la plateforme, et puis oui, de manière générale, savoir comment optimiser la manière d'embarquer nos collaborateurs dans la démarche. Et je compléterai ce que tu dis, donc c'est à peu près similaire de notre côté, donc mobilisation transverse des équipes, etc. Et puis pour mobiliser les partenaires, en fait, ce que Charles a dit tout à l'heure est hyper important. Nous, c'est un outil d'évaluation, mais c'est surtout un outil de création de dialogue, en fait, avec nos partenaires, parce qu'à travers les informations qu'on récolte, alors typiquement sur l'offre plus responsable, c'est un axe clé de notre stratégie, donc ça nous permet de récolter du signal auprès des marques et de pouvoir travailler ensemble au développement de cet axe-là. Et puis, ça nous permet pour tous ceux qui ne sont pas forcément encore trop matures sur ces sujets, leur amener un cadre de réflexion. Et ça revient beaucoup dans les échanges, en fait. C'est que ces échanges, au démarrage, il y a un peu d'inquiétude du temps que ça va prendre, de la complexité du questionnaire, de qu'est-ce que vous allez faire des éléments récoltés. Mais en fait, une fois qu'ils sont embarqués, qu'ils sont lancés, ça apporte beaucoup de matière et ça vient nourrir vraiment la relation qu'on a avec nos fournisseurs et nos vendeurs. Donc, c'est très positif. Et l'enjeu, c'est vraiment, pour moi, la conversion, le passage à j'ouvre le questionnaire, je regarde, je comprends, et après, c'est très riche. Voilà, c'est vraiment ça pour nous le challenge. Oui, c'est tout à fait ça. Pour compléter ce que vous dites, je voyais des questions, la différence entre EcoVadis et nous, elle est fondamentale. C'est-à-dire que avec un EcoVadis, et je trouve ça très bien, il y a une perméabilité totale entre l'évaluateur et l'évalué, j'ai envie de dire. Alors que ce qui se passe avec nous, c'est qu'à la suite d'une évaluation, on propose un temps d'échange. Et ça change. C'est pour ça que je vous disais au début que notre cible aujourd'hui, c'est entre 50 et 1000 fournisseurs, parce qu'on ne va pas pouvoir faire ça à l'échelle de plusieurs centaines de milliers de fournisseurs. Mais on veut se positionner aujourd'hui avec une proximité avec ses partenaires. Je peux vous assurer qu'on a des retours exceptionnels. Merci du temps passé. On est dans la totale transparence pour certains d'entre eux qui avaient certaines questions sur comment on a évalué les notations. On faisait des partages d'écran et on montrait sur chacune des questions comment on avait noté chacune des questions. Et ça, si on veut garder cet état d'esprit-là, pour qu'il y ait une vraie transparence, une vraie crédibilité dans la démarche et aussi une capacité d'accompagner ces entreprises sur du moyen long terme et donc de favoriser le dialogue entre les parties prenantes. Et ça, c'est un point qui est très important aujourd'hui, c'est que justement cette notion de proximité qu'on peut avoir derrière et d'accompagnement. Évidemment, on ne va pas faire de conseils, hein, mais on va donner des tendances marché, on va proposer aussi des axes de progrès et ça, c'est extrêmement apprécié. Voilà. Oui, et si je peux me permettre aussi, à ça, je rajouterai aussi la fluidité des échanges entre Positive Workplace et nous-mêmes.
Il y a les trois parties, il y a les partenaires, nous et Positive Workplace. Et c'est vrai que c'est tout ça qui fonctionne bien aussi ensemble et qui permet de créer ce climat en fait de confiance et aux marques et de les aider du coup à passer ce cap de conversion, comme tu disais Caroline, pour arriver à remplir ce scoring. Il y a vraiment une notion de confiance et de réassurance derrière. Peut-être passer à d'autres questions, si vous avez d'autres questions. Il y a une question sur le contenu aussi. Est-ce qu'on est en lien avec l'état d'esprit de la taxonomie? Alors, évidemment que nos référentiels aujourd'hui peuvent s'adapter à ces sujets-là. On anticipe tous ces sujets qui sont importants. Je fais une petite aparté par rapport au label Positive Workplace, qui est quand même notre première activité. Nos référentiels aujourd'hui sont modulables, entre guillemets, dans le temps. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils soient participatifs. Et vous avez sur ces référentiels la possibilité de suggérer des évolutions, un peu comme ça peut être le cas chez Wikipédia. On aime bien parfois se comparer au Wikipédia de la RSE, c'est-à-dire que sur chaque question dans la partie label, vous pouvez soumettre des évolutions à la question. Et donc, nos référentiels sont évolutifs de jour en jour, j'ai envie de dire. Et c'est la même chose au niveau du scoring. L'idée, c'est qu'on a des revues annuelles, et on en a une qui est prévue en décembre, justement. On fait évoluer les référentiels tous les ans sur ces sujets-là. Alors évidemment, la taxonomie, c'est un sujet qui est quand même très particulier, qui n'est pas traité, on va dire, c'est pas l'objet de scoring, mais on pourrait avoir un scoring ou un référentiel qui soit dédié à ça. Et pour compléter, une je me question. permets. Pardon. Pardon, oui, juste pour revenir, et ça a été hyper important aussi au début du projet, quand on a lancé ce travail-là, de justement réussir à trouver le bon équilibre entre la couverture des différentes thématiques, mais aussi que le fait que les questions soient raisonnables en termes de nombre, de granularité, pour que justement ce soit accessible à la différence de maturité entre les acteurs et de structuration. Et à l'intérieur de la question, en fait, la plupart du temps, les questions, c'est à travers les réponses en fait qui sont proposées qu'on vient aussi finalement donner des guides pour dire sur le sujet carbone, voilà, en fait, il y a différentes réponses possibles, mais c'est aussi un peu le chemin en fait que vous pouvez suivre. Et je trouve qu'il y a un très bon équilibre qui a été trouvé avec une quarantaine de questions qui couvrent l'ensemble des sujets pour nous, pour avoir une visu, avoir quelque chose qui est gérable pour les partenaires, parce que c'est quand même des sujets un peu nouveaux aussi pour pas mal d'entreprises, avoir ce genre de questionnaire à remplir, et vraiment d'avoir beaucoup de contenu finalement à l'intérieur des questions. Donc ça, c'était hyper important, et que ce soit quelque chose, et l'aspect aussi mutualisable, comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est un peu basé sur l'idée d'ICS aussi, de pouvoir dire, en fait, on mutualise, on regroupe différents e-commerçants pour permettre aux marques de ne pas répéter les questions. Et puis le fait d'avoir eu cette personnalisation sur les questions spécifiques, la Redoute ou ces discounts, qui vraiment vient trouver un bon degré d'équilibre. Et en effet, nous aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas besoin d'avoir ces éléments sur la taxonomie, etc. On veut savoir quelles sont les actions. En fait, c'est aussi très tourné sur l'opérationnel, les engagements, la trajectoire, et c'est vraiment ce qui nous permet de travailler ensemble. À travers scoring, en tout cas, nous, on ne cherche pas à évaluer, à mettre un tampon global. On cherche vraiment à se dire comment ils le font, où ils vont, et comment on peut ensemble renforcer nos actions. Il y a une question intéressante de Fabien, que je connais, j'en prie pour le passer le bonjour. Quelle est la cible aujourd'hui? Est-ce que c'est 100% des partenaires, d'arriver à évaluer 100% des partenaires, un taux cible, un nombre cible, un chiffre d'affaires cible, par exemple? Alors, Juliette, ouais. Oui, pour l'instant, parce que la démarche est évolutive et c'est vraiment du test and learn. On est sur évaluation de 100% de nos partenaires. À horizon 2023, avec en plus une démarche au bout d'1 an, on vient réévaluer la progression. Donc, tout ça, effectivement, pour voir comment on avance chacun et d'avoir toujours cette notion de visibilité sur où on veut aller. Mais voilà, ça se fait, ça se réfléchit ensemble et effectivement, là, pour l'instant, le postulat est de 100% de nos partenaires évalués. Il y a une question assez pratico-pratique
Ah, tu voulais… Non, juste, Ouais. juste par rapport à on va dire la crédibilité de la notation, ce genre de choses, on n'a pas pour vocation de dire que cette évaluation est une évaluation officielle, entre guillemets, reconnue par l'État ou je ne sais quoi. C'est une évaluation qui est en fonction des critères qu'on a mis en place et de la pondération qu'on a mis en place. Évidemment, sur la base de notre expertise en tant que label, etc. Mais voilà, je voulais aussi confirmer ce point-là qui était important. Voilà. Et juste, moi, je rebondis parce que sur le Cdiscount, en termes d'évaluation, c'est un petit peu différent parce qu'on a une volumétrie de partenaires qui est beaucoup plus conséquente. On a des dizaines de milliers de partenaires entre les fournisseurs et les vendeurs. Nous, pour l'instant, on est plutôt sur un prisme en fait, en taux de couverture de volume d'affaires. Mais de la même manière, voilà, c'est un projet qui est quand même très récent. Donc, ça, évidemment, on va réévaluer les objectifs. Pour l'instant, on est sur un peu plus de 40% du volume d'affaires qui est concerné par l'évaluation. Et évidemment, l'idée, c'est d'année en année d'incrémenter pour obtenir un taux de couverture au moins de l'ordre de 80% à terme. À savoir que sur entre guillemets, la dynamique qui sont portées à la fois à côté Cdiscount ou la Redoute, c'est qu'on accélère sur ces sujets-là. Hein. On était au COMEX de la Redoute il y a un mois. Clairement, la direction, c'était on va plus loin et on continue d'accélérer sur ces sujets-là. D'autres questions peut-être, Florian ? Question assez pratico-pratique, mais qui est extrêmement intéressante. Quels sont les interlocuteurs de manière générale, et notamment pour les petites sociétés où il n'y a pas de responsable RSE, et comment ça fonctionne? Et peut-être sur la plateforme aussi, comment on rajoute des comptes et pourquoi? Alors, nos interlocuteurs, effectivement, on cherche, comme disait Charles, à chaque fois à avoir les interlocuteurs RSE, donc responsables RSE, chargés de RSE selon l'organisation de l'entreprise. Dans le cas de figure, je regarde ma collègue qui du coup travaille sur la partie vendeur. Si on n'a pas justement de responsable RSE, quelle est la personne qui prend la main dans ces cas-là? Je vais intervenir. Moi, je m'appelle Aurélie Darren, je travaille sur le projet avec Juliette sur la partie marque externe. Donc, pas nécessairement sur le business marketplace, mais en tout cas vraiment sur l'activité achat de stock porté. Nos interlocuteurs du quotidien sur la partie commerciale, Aurélie, on t'entend pas bien. Tu peux juste te rapprocher du micro. On passe par eux en effet pour venir essayer de qualifier un contact RSE. Quand il n'y en a pas, ce qu'on a aussi remarqué, on a certains fournisseurs, finalement, c'est là où on voit que ça avance sur le sujet de RSE, des personnes qui étaient plutôt produits, qui aujourd'hui sont en train aussi de se convertir sur les sujets de RSE. Ça, c'est plutôt assez positif. Et sinon, donc ça veut dire qu'ils se structurent aussi sur ces sujets-là. Généralement, on arrive à qualifier un contact RSE. Ça peut prendre un peu de temps, notamment dans le cadre d'entreprises plutôt à plus grosse échelle internationale. Voilà, mais ce qui fait que, et la possibilité qu'offre l'outil, comme le disait Charles-Henri, c'est en effet de pouvoir que l'entreprise puisse avoir plusieurs contacts, enfin plusieurs personnes qui sont sur le compte, ce qui permet à chaque personne experte dans les différents sujets du référentiel de venir apporter leurs réponses. Ça ne peut être pas toujours nécessairement concentré chez un interlocuteur unique de l'entreprise. Tout à fait. On avait une question sur combien de temps avant de s'ouvrir à l'international. En fait, c'est déjà le cas. Hein. Nous, aujourd'hui, on travaille, je vais rapidement partager mon écran, mais on travaille avec l'IRECO. Et l'IRECO, on est sur un projet qui est multi-pays, puisqu'on travaille déjà avec l'Italie aussi. Et donc, on a la version en italien, pour la petite anecdote. Et donc, oui, aujourd'hui, ces outils sont utilisés, peuvent être utilisés partout dans le monde, évidemment. On n'a pas encore de version chinoise, mais peut-être il suffit juste qu'on nous la demande. Comment est-ce qu'on s'assure que le scoring carbone est comparable d'un fournisseur à l'autre? Pour l'instant, on n'a pas développé l'offre scoring carbone. Elle est en cours de développement. On n'a pas utilisé. Elle est en test auprès de certains de nos futurs clients, je l'espère. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous donner de réponse là-dessus, mais on en aura dans pas longtemps.
Et du coup, dans la même veine, l'impact score, Juste comment ça va se faire? juste pour compléter, il y a un sujet évidemment sur la partie scoring carbone. Le rêve, je dirais, j'ai envie de dire, de tout grand donneur d'ordre, c'est de pouvoir avoir un outil qui, d'un côté, va soit récolter de la donnée déjà qualifiée, le nombre de tonnes de CO2, scope 1, 2, 3, ou alors pouvoir faire en calcul en quasi automatique, en récoltant de la donnée, pour le coup, plus métier, j'ai envie de dire, de pouvoir calculer un bilan carbone pour un fournisseur automatiquement sur une plateforme. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Par contre, euh, on essaye, je dirais, sur cette version qui est en test, de pouvoir se rapprocher au plus possible de la réalité sur les grandes familles d'émissions sur chacun de ces partenaires évalués. Et donc, évidemment, il y a un enjeu de source de l'électricité ou de l'énergie en général. Et on est bien conscient que, bah, effectivement, le mix énergétique est différent en France ou en Pologne, hein, par exemple. Donc, évidemment, on est en train de travailler avec notre partenaire qui s'appelle Samy sur ces sujets-là pour avoir des matrices derrière qui soient le plus proches possible de la réalité, pour être au plus propre, on va dire, au plus proche des attentes et des mesures, quoi. Voilà. Pardon, excuse-moi, Florence, c'était quoi la deuxième? Et c'était l'impact score, pardon. Ah oui. À peu près pareil, comment ça va se modéliser, comment ça va se... Bon, l'impact score, en fait, l'impact score déjà est en train d'être revu en termes de piliers, etc. Donc, le référentiel en lui-même est en train d'évoluer et il va tout simplement être implémenté sur une plateforme qui sera ce qu'on appelle en marque blanche. Vous n'aurez malheureusement pas le nom de Positive Workplace qui sera écrit nulle part. On a vraiment développé ça pour eux et vous aurez par contre les mêmes fonctionnalités que ce qui existe aujourd'hui sur cette plateforme. Et cette plateforme évolue de jour en jour. J'ai oublié de parler du fait qu'on avait un onglet qui s'appelait Solutions RSE, dans lequel on référence tous nos partenaires qui peuvent vous apporter des solutions sur la partie justement carbone, sur la partie inclusion, sur plein de sujets très différents. Donc aussi, on veut de plus en plus aller vers de la mise en relation avec des partenaires et aussi vers de plus en plus de benchmarks sectoriels. Évidemment, on n'a pas la prétention au bout de 9 mois de projet de pouvoir dire que dans le secteur du jouet, en moyenne, sur le sujet carbone, on est à temps ou à temps. Mais par contre, on est en train de capitaliser sur toute cette data-là dans le but de la redonner derrière à nos partenaires et clients aussi pour avoir des tendances sectorielles. Et le dernier chantier qui est important aussi, mais qui va être probablement un chantier prioritaire l'année prochaine, c'est la concordance des labels et notations. L'objectif, c'est d'éviter au plus possible demain à nos partenaires d'avoir à répondre à un certain nombre de ces questionnaires divers et variés. Donc, on est en train de travailler sur des matrices qui vont permettre de pouvoir dire, ben voilà, si vous avez eu telle évaluation, si vous avez eu telle notation sur le label Positive Workplace, ça correspond à tant sur le scoring. Si vous avez eu telle note sur Bicorp, ça correspond à tant sur scoring, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir éviter aux entreprises d'accumuler ces reportings finalement et de leur laisser plus de temps possible aux actions réelles et concrètes. Je suis désolée, je vais devoir vous Oui, quitter. c'est vrai. Merci beaucoup pour l'invitation pour ce webinaire. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, si certains ont des questions derrière, n'hésitez pas à me contacter, notamment via LinkedIn. Bonne fin de Merci webinaire. beaucoup, Caroline. On peut peut-être permettre une dernière question avant de J'en avais conclure. deux petites, mais les solutions Oui. d'accompagnement si l'entreprise rencontre des difficultés, mais il me semble que tu avais répondu. Et puis, est-ce qu'il y a des audits qui sont réalisés, mais ça, c'est sur le label Positive Workplace? Les audits sur site? Non, Alors aujourd'hui, les audits sont prévus. En fait, on ne fait pas d'audit sur site au niveau au niveau de nos labellisations pour les entreprises de services. Par contre, depuis peu, on a décidé de mettre en place des audits sur site pour les entreprises industrielles. et du coup, les solutions d'accompagnement pour les difficultés à remplir le questionnaire, plutôt sur le scoring, pardon. Mais ça, on a déjà répondu. D'abord, la plateforme est faite pour qu'il n'y ait pas trop de difficultés. Les questions sont plutôt compréhensibles. Ouais. Mais on répond, je ne sais pas, dans l'heure ou dans les 2 heures maximum à l'ensemble des mails, des demandes sur le chat ou sur la page. Donc là-dessus, soyez rassurés, on est vraiment là pour accompagner. Et souvent, on propose et on organise une visio pour pouvoir rechercher ensemble les réponses.
De toute façon, vous recevrez la présentation, hein, toutes les personnes présentes et même les personnes absentes. Mais là, on a eu quelques témoignages qui étaient quand même pas, qui étaient quand même pas des petites entreprises, hein, que ce soit le Jacquard français, de Longhi au Baby Bjorn. Je rebondis sur ce que disait Florian. Hein, le regional manager de Baby Bjorn nous a dit franchement très bonne plateforme, excellent chat avec réponse très rapide, excellente réactivité. Donc, on a quand même des feedbacks qui sont très positifs aussi des partenaires. Et en toute honnêteté, je pense qu'on doit être à 97 ou 98% de retours extrêmement positifs. Il y a toujours dans le lot un ou deux partenaires qui n'est pas content, qui n'a pas envie de le faire ou qui n'est pas content de sa note. Mais globalement, on a quand même des retours qui sont très positifs sur cette démarche. On vous a joint ici le communiqué de presse qui a été réalisé avec la Redoute qu'on a publié en septembre et qui explique un peu plus en détail le projet. Et puis, pour conclure, on vous partage ici nos prochains ateliers. Franchement, on va se régaler dans les prochaines semaines. Donc, le prochain atelier, ça va être Électrodépôt qui… j'ai fait une petite faute d'orthographe, désolé, sur l'Électrodépôt. C'est qui va faire un retour d'expérience sur sa récente labellisation. Le jeudi 15 décembre, ça va être un atelier assez extraordinaire. On a Julien Pierre qui est ancien rugbyman, je crois que c'est du 15 de France si je ne dis pas de bêtises, qui a créé son label Fair Play for Planet et on est un peu dans le sujet en ce moment. Il y a quand même énormément de polémiques autour du sport et donc on va prendre ce sujet à bras-le-corps et on va parler avec lui de responsabilité sociétale et on aura peut-être la chance, on attend la confirmation, que l'Olympique lyonnais participe aussi à cet atelier. À la rentrée, il y a une erreur, ce n'est pas le mardi 13-10, mais c'est le mardi 13-01, donc à la 13 janvier. On va faire un retour sur la semaine de 4 jours. Nous l'avons expérimenté depuis juillet dernier. Elmi aussi, qui est un de nos clients, l'a expérimenté. Et là, on pourra répondre à toutes vos questions. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là. Voilà, donc voilà pour nos prochains ateliers. De toute façon, on va vous envoyer les podcasts. On a fait aussi des podcasts, excusez-moi, on en a fait un avec Cdiscount si ça vous intéresse. On pourra vous remettre le lien aussi, pardon. Mais voilà, donc on va vous envoyer toute cette présentation et cette présentation a été enregistrée, donc vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Il est 11h57, on a l'habitude de terminer à l'heure. On vous remercie. J'en profite pour remercier très chaleureusement Juliette, d'abord pour cette présentation aujourd'hui, et puis aussi pour ta confiance et votre confiance à tous depuis quelques mois ensemble. C'est un beau projet qui avance très vite, c'est très bien, et merci de nous faire confiance. Et merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Évidemment, il y a eu plein de questions, j'espère qu'on a pu répondre au maximum, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de prendre un temps d'échanger avec nous dans nos mails, vous avez toujours l'accès à nos agendas, donc prenez rendez-vous en direct. Un grand merci à tout le monde, bonne continuité, bonne journée et à très bientôt pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci. J'arrête là l'enregistrement.